L'histoire de cette contrée commence à la fin des grandes glaciations, quand les hommes primitifs migrent en masse vers le continent européen, attirés par son climat devenu tempéré et par ses animaux faciles à chasser. Certains de ceux qui rentrent dans la France d'aujourd'hui s'installent sur le grand coteau calcaire aux pentes abruptes qui bordent la Vienne et de là-haut dominent la vallée. Au début, ils logent dans des habitats troglodytiques, puis leurs descendants entourent le grand coteau d'une palissade et une agglomération d'habitations proches les unes des autres est bâtie. « 7000 ans s'écoulent quand une tribu migrante d'origine germanique arrive entre la Loire et la Vienne, se métisse avec les natifs et forme le peuple des Turonnes. Le mot Turo signifie fort. Les Turonnes ont leur oppidum principal à Amboise, érigent plusieurs citadelles, dont l'ancienne Chinon, en bas du grand coteau de la Vienne, et vivent sereinement pendant des siècles. Mais un mauvais jour, les légions romaines arrivent. Se vengeant d'un ancien pillage subi, Rome déclenche la guerre des Gaules. Jules César et ses troupes passent les Alpes et prennent leur quartier d'hiver chez les Turonnes. Bientôt, ceux-ci se rebellent et, joints à d'autres peuples gaulois, attaquent César. Mais César est invincible. Il bat la coalition gauloise et soumet la Gaule tout entière. Les Gaulois deviennent ainsi gallo-romains et l'empereur Auguste donne un statut de cité libre à la nouvelle capitale des Turonnes. Césarodonum, l'ancienne Tours, située à la jonction de la Loire et du Cher, y édifiant l'un des plus grands amphithéâtres de l'Empire. La paix règne dans l'Empire romain, polythéiste, quand une nouvelle foi, le christianisme, anime les esprits. Un officier romain devenu chrétien, Martin, partage son manteau avec un démuni, se fait moine et épouse la condition des plus pauvres. Élu évêque à Tours, Martin convertit l'aristocratie gallo-romaine et sa figure légendaire fait des émules. Des monastères et des sanctuaires sont alors édifiés. Mais le siècle suivant, le calme est troublé. Une horde de peuples germains envahit la Gaule. Les Visigoths occupent des territoires jusqu'à la Loire. Ils sont battus près de la Vienne et poussés en Espagne par Clovis, le jeune roi des Francs, qui prend la Gaule tout entière. Premier roi de l'ancienne France, Clovis se fait baptiser et dédie son succès à Saint Martin de Tours. Le royaume franc fait face aux divisions et aux reconstitutions quand, venant d'Espagne, des milliers de Sarrasins armés jusqu'aux dents passent Poitiers
traverse la Vienne et, hurlant, se dirige vers Tours. C'est le chaos. Alors, à nouveau, c'est près de la Vienne que se décide le sort de la France. Le maire du palais, Charles Martel, arrive, bat les Sarrasins et les repousse en Espagne. Le pays se libère des musulmans, mais non pas des bandits. Les marchands sont systématiquement volés et les riches sanctuaires sont pillés par les armées catholiques de passage. Charlemagne rétablit l'ordre et, au concile de Tours, impose la substitution du latin par une langue vulgaire, ancêtre du français. Mais l'après-Charlemagne est désastreux. Les Vikings pillent la France et reçoivent le duché de Normandie pour qu'il se calme. Mais leurs incursions ne cessent pas pour autant. Quant au trône de France, les vassaux sont indisciplinés. Les chevaliers forment une nouvelle élite guerrière et les héritiers prétendant à la couronne, frères et cousins entre eux, se chamaillent, s'éliminant l'un l'autre par-dessus les lois et la morale. En Touraine, les familles des Anjou et des Blois sont plus puissantes que le roi et s'affrontent dans une lutte haineuse pour devenir les maîtres du territoire. Le fier Thibaut III de Blois refuse même l'hommage au roi de France, mais il est exproprié de ses possessions et battu par les Anjou qui reçoivent le comté de Touraine tout entier. C'est l'époque des premiers châteaux médiévaux. Un fort est érigé à Loudun par Geoffroy Ier d'Anjou. L'île Bouchard est fortifiée par Peloquin Ier et l'ancien bastion gallo-romain de Campiniacus, devenu Champigny-sur-Veude, est transformé en forteresse par son premier seigneur, le chevalier Bernier. Non loin de là, au château de Chinon, le comte d'Anjou Henri Plantagenet assemble terres et titres. Il est vassal du roi de France et maître d'un territoire très étendu. Sa richesse permet la construction de nombreux couvents et de somptueux châteaux. Mais un problème se pose quand il est sacré roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Cet empire plantagenet qu'il fonde, joignant ses possessions françaises à l'Angleterre, alarme le très jeune roi de France, Philippe Auguste, qui n'a aucune intention de rapetisser son royaume. Pour sa part, Henri II n'est roi d'Angleterre que par héritage. Lui et sa famille sont tourangeaux et leur mode de vie est français. Ils préfèrent vivre à Chinon plutôt qu'en Angleterre. C'est à Chinon que meurt Henri II et que plus tard meurt son fils Richard Cœur de Lion.
L'empire plantagenet passe alors au cruel Jean sans Terre, et celui-ci considère que ses terres en France ne font qu'un avec celles d'Angleterre. Alors, roi magnifique, Philippe Auguste bat Jean sans Terre, l'oblige à renoncer à ses possessions françaises par le traité de Chinon et ajoute la Touraine au domaine de la couronne de France. Depuis, le climat doux et le beau paysage attirent les souverains français dans le château de Tours, dans les forteresses royales de Chinon, d'Amboise, de Loches, de Langeais, et dans les nombreux châteaux de la Loire érigés par la famille d'Anjou. La Touraine prend place au cœur de l'histoire de France et débute alors la Renaissance. Mais le conflit contre les Anglais n'est pas terminé. La chevalerie française est mise en déroute et lors de la bataille d'Azincourt, le seigneur de l'île Bouchard meurt au combat. De plus, les Bourguignons s'allient aux Anglais et prennent Paris. Le roi Charles VI est atteint par la folie et le dauphin Charles s'enfuit à Bourges. Pour finir, en absence d'un roi sacré, Henri VI d'Angleterre revendique le trône de France par héritage. La situation est gravissime. Les Anglais, joints aux Bourguignons, sont militairement plus forts. Alors, à nouveau, près de la Vienne, se décide l'histoire de France. Le jeune dauphin Charles réunit les États généraux au château de Chinon, mais il est perturbé par les événements. Il est même réticent à rencontrer Jeanne d'Arc. Charles craint que sa montée au trône puisse être associée à une probable sorcière. Elle dit entendre des voix. Le fait est que cette pucelle, sans laquelle la France serait aujourd'hui un comté du Royaume-Uni, arrive à Chinon, persuade Charles de lui confier une armée, prend des chevaux de combat au château du Rivaux, libère Orléans des Anglais et renverse le cours de la guerre. Le château du Rivaux, réputé pour ses écuries, domine la vallée de la Vienne et de la Veude, permettant de surveiller les grandes routes. Son seigneur, Pierre de Beauvau, l'a transformée en forteresse imprenable. La guerre de 100 ans se termine enfin. La Touraine devient le jardin de la France et la capitale des rois. François Ier demeure dans le château d'Amboise et Léonard de Vinci s'installe près de lui. À Champigny-sur-Veude, Louis de Bourbon-Vendôme et son fils Louis de Montpensier remplacent l'ancien fortin par un château et bâtissent une magnifique collégiale de style Renaissance dédiée à Saint-Louis avec la Sainte-Chapelle funéraire des Bourbons. Les Bourbons sont une famille de la très haute noblesse française, descendant de Saint-Louis par son fils
Robert de France. Quand Louis de Montpensier épouse la fille du seigneur de Givry, le cardinal de cette ville bourguignonne donne à la Sainte-Chapelle de Champigny de si magnifiques vitraux qu'elle devient l'un des plus hauts lieux du vitrail de la Renaissance. À Chinon, le libre penseur François Rabelais défend la tolérance et la foi évangélique originale, mais il est aussitôt censuré pour avoir manié trop crûment la parodie et la satire rigolarde contre les autorités ecclésiastiques. C'est l'époque de la remise en question de l'Église de Rome. Les guerres de religion font rage. Les protestants s'emparent de Tours et détruisent ses œuvres d'art, mais les catholiques reprennent la ville et égorgent un si grand nombre de protestants que la Loire se colore de sang. Enfin, par l'horreur du massacre de protestants à Paris le jour de la Saint-Barthélemy, les catholiques s'imposent. Mais, quand au roi catholique de France, Henri III de Valois, succède le prince protestant Henri de Bourbon-Navarre, le conflit s'exacerbe. Les catholiques de la Ligue refusent l'idée que la couronne de France, sacrée par les papes, soit sainte par un protestant. Alors, Henri décide que Paris vaut bien une messe, abjure le protestantisme et devient Henri IV, roi catholique de France. Mais son oncle Louis Ier de Bourbon-Condé, l'arrogant chef des protestants huguenots, depuis son château de Chinon, poursuit la guerre contre les catholiques. Cela n'impressionne pas Marie de Médicis, veuve d'Henri IV et régnante, qui fait enfermer le prince de Condé à la Bastille, tandis que le nouveau secrétaire d'État, le cardinal de Richelieu, s'attache à rétablir l'autorité en France. Son éminence, Armand Jean Duplessis de Richelieu, est un décideur né. Devenu cardinal, il fait construire dans le domaine de ses ancêtres un château et la ville neuve de Richelieu. Situé à seulement 6 km de distance, le beau château de Champigny-sur-Veude et sa prestigieuse nécropole des Bourbons, l'une des 7 saintes chapelles de France, portent ombrage au château et à la ville de Richelieu. Alors, le cardinal convainc Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, de lui céder le château de Champigny et le fait raser. Puis il menace du même sort le château de Chinon qu'il annexe à son duché par des intrigues. La Sainte-Chapelle n'est sauvée que par l'intervention du pape Urbain VIII qui y avait officié. Loudun aussi vit une situation tragique. Sa forteresse est démolie par l'armée royale et l'affaire des démons de Loudun provoque des procès en sorcellerie. Des gens sont brûlés vifs.
Quand Mazarin succède à Richelieu, la fille de Gaston d'Orléans, Anne-Marie-Louise, conteste le contrat qui la prive de Champigny-sur-Veude et en obtient la restitution. Petite fille d'Henri IV et cousine du futur roi Soleil Louis XIV, Anne-Marie-Louise d'Orléans est la princesse la plus riche et la plus titrée d'Europe. Par sa mère, la duchesse Marie de Bourbon-Montpensier, morte en la mettant au monde, elle devient l'unique héritière de la richissime famille des Bourbon-Montpensier. Son père, Gaston d'Orléans, frère du roi et grand monsieur, s'est marié contre son gré avec la duchesse de Montpensier pour que sa fortune revienne à la famille royale, mais il espérait avoir un fils qui aurait accédé au trône. Il eut Anne-Marie-Louise, une jeune fille ferme et forte d'esprit. Elle a le titre de grande mademoiselle du côté de son père, elle attire de nombreux princes qui la demandent en mariage, mais elle refuse tout prétendant. Dotée d'une très haute opinion de son rang, elle ne veut épouser que le prochain roi, son cousin Louis XIV. Mais Louis XIV épouse l'infante d'Espagne. Alors la grande mademoiselle déplace ses attentions vers un ennemi du roi, son autre cousin, le prince Louis II de Bourbon-Condé. Louis est un rebelle, chef militaire de la fronde des princes, mais la grande mademoiselle est jeune et n'a pas peur. Elle s'associe aux rebelles et lors d'une bataille, elle fait tirer les canons de la Bastille sur les troupes royales pour protéger Louis de Bourbon-Condé. Cet acte vaut l'exil à la grande mademoiselle, exil d'où elle écrit ses mémoires, confessant un état d'âme sans fausse pudeur. Témoignage unique de la vie d'une femme du XVIIe siècle. Son exil terminé, la grande mademoiselle revient à la cour de Louis XIV et tombe amoureuse d'un cadet de Gascogne de 6 ans plus jeune, Antonin Nompart de Caumont, comte de Lauzun. Chéri par les femmes de la cour royale, Lauzun est un gentilhomme charmeur et libre d'esprit. Il n'est pas riche, mais il est le favori de Louis XIV et de la grande mademoiselle, qui insiste même pour l'épouser. Louis XIV autorise ce mariage insolite entre une princesse et un cadet de rang inférieur, mais face aux cris d'indignation de la reine-mère, cette union est aussitôt annulée. Passe l'époque des merveilles de Versailles, de la splendeur de la cour de France, mais le peuple est affamé. Le pays est ravagé par l'inflation, les disettes, le brigandage. La Révolution française éclate. C'est la chasse aux prêtres et la traque des déserteurs. Napoléon Bonaparte transforme le royaume en république et abolit la noblesse. Puis il transforme la République en empire, rétablit la noblesse pour lui et sa famille et part à la conquête de l'Europe. Entre la Loire et la Vienne,
rien ne perturbe la séculaire culture de la vigne et le commerce du vin, dont le transport se fait maintenant par le chemin de fer, préféré à la voie fluviale. La guerre contre la Prusse et la Première Guerre mondiale n'endommagent pas trop la Touraine, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Tours, Chinon, Loudun et tant d'autres villes françaises sont bombardées par la Luftwaffe et occupées par la Wehrmacht. Les nazis occupent une moitié de la France et avancent partout. C'est le désastre. Le pays va devenir allemand. Alors, à nouveau, entre la Loire et la Vienne se décide l'avenir de la France. Le premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, rencontre à Tours le général Charles de Gaulle et le salue en l'appelant l'homme du destin. En effet, sans un lutteur comme le général de Gaulle, la France serait aujourd'hui un Land de l'Allemagne. Sous son commandement, la résistance de la France libre s'organise dans le pays métropolitain et en Outre-mer. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air qui veulent rester libres. Dans la forêt de Sévol et à Champigny-sur-Veude, des groupes armés se forment sous le commandement héroïque de René Mabilot, puis de Pierre Séché et de Paul Martineau, harcelant sans arrêt les troupes allemandes. Enfin, les Alliés débarquent et avec les Français du général de Gaulle, ils libèrent Paris et les nazis s'enfuient. Depuis, c'est la paix. L'art et la gloire de nos beaux pays, vallonnés entre la Loire et la Vienne, rayonneront toujours dans nos mémoires comme les protagonistes à part entière de l'histoire de France.